c'est pour parler de la science, bien sûr. Voiler, c'est en fait, j'essaye dans ce livre de la dévoiler. De la dévoiler et de montrer comment la science peut être fascinante, comment elle s'est construite difficilement en Europe, mais avant de se construire avec Galilée, ou avant Galilée Copernic, elle a traversé toutes ces contrées musulmanes pendant plusieurs siècles. Et souvent, on a l'impression que la science arabe n'a duré que 2 siècles, donc j'essaye de décrire les longues périodes sur lesquelles la science a avancé, particulièrement l'astronomie. Étant physicienne, je suis passionnée d'astronomie. Et donc, cette science est allée jusqu'à l'Iran du Nord et jusqu'au XIVe siècle, où on a essayé d'aller plus loin que le modèle de Ptolémée. Mais bien sûr, la révolution au niveau de l'astronomie et de la physique s'est faite avec Copernic, puis avec Galilée. Et ensuite, la science a continué son chemin en Europe et malheureusement, elle a été oubliée dans les contrées des pays musulmans, du Maghreb. Comme dit Ben Khaldoun, le vent de la civilisation a porté la science vers les pays du Nord. Et donc, j'essaye de montrer comment pendant plusieurs siècles, le monde musulman a oublié donc son histoire, a oublié toute cette période très riche. Et c'est avec le XIXe siècle, en fait, le siècle de la Renaissance, que le Maghreb et puis l'Égypte, la Turquie, l'Iran retrouvent la science en considérant que le développement économique doit nécessairement passer par la connaissance des sciences exactes, donc de la physique et de la chimie, des langues étrangères. Et ce fameux siècle de la Narda, c'est aussi une manière de considérer qu'on peut concevoir le rapport entre le politique et l'islam autrement, c'est-à-dire qu'en fait, c'est une vision moderniste de l'islam qui est reconsidérée. Et au début du XXe, justement, on voit très bien en Tunisie le mouvement d'émancipation des femmes avec les théories de Tal Haddad. Alors, vous voyez que Tal Haddad, j'y arrive, Tal Haddad était pour que les femmes ne se voilent pas et il considérait que justement le voile n'avait aucune raison d'être et que l'islam ne demandait pas aux femmes d'être à l'arrière de la scène, mais il était pour l'éducation. Donc ce livre, c'est aussi un plaidoyer pour l'éducation, c'est un plaidoyer pour la science. Mais lorsque je parle de science, il est clair que c'est la science partout. Donc le détournement de la science s'est réalisé aussi dans le monde occidental, en particulier la théorie de l'évolution qui est combattue par les créationnistes et par la suite par les néo-créationnistes, c'est-à-dire l'intelligent design. Et j'essaye de montrer comment finalement tous les fondamentalistes se rejoignent sur ces questions de société, sur les questions des femmes, et aussi c'est le même combat sur la théorie de l'évolution. Alors une petite incursion dans l'histoire du monde musulman montre que les premiers siècles, en fait, la question de l'évolution était au contraire très présente chez les intellectuels musulmans. Et le sociologue bien connu, Ben Khaldoun, a beaucoup développé l'évolution des espèces allant justement du monde minéral, puis du monde des plantes, pour arriver au monde simiesque, puis à l'homme. Donc cette gradation, si vous voulez, dans la construction des espèces et leur évolution, paraissait logique, même si on n'avait pas encore à l'époque les connaissances nécessaires. Et on assiste aujourd'hui à une régression sur ces questions-là, sur ces questions scientifiques, lorsqu'on consulte justement Internet, qui pourtant devrait être le support de la science. Internet peut être aussi le support d'une certaine régression intellectuelle, avec un certain nombre de sites web qui remettent en question la théorie de l'évolution, mais qui aussi essayent de présenter ce qu'on appelle les miracles scientifiques du Coran, c'est-à-dire que toute la science existe
dans le Coran. Bon, le Coran est un texte sacré et comme les autres, les musulmans ne considèrent pas que le Coran est un livre de physique, mais malheureusement, il y a toujours des dérives de la part des extrémistes. Et j'attire l'attention sur le fait que, justement, je crois que l'école doit être bien... c'est un travail qui doit être mené de manière très fine pour expliquer à nos enfants que les sphères scientifiques et la sphère religieuse sont des sphères indépendantes. Bon, bien sûr, après, chacun peut continuer son chemin à titre individuel. Et j'explique certaines expériences didactiques qui ont été réalisées, en particulier en Tunisie, sur la théorie de l'évolution, comment on peut expliquer aux enfants qui, au départ, aux jeunes lycéens, qui font une confusion entre les référentiels théologiques et le référentiel scientifique, et qui font une description en fait composite de l'origine des espèces, comment à partir de l'étude de textes et puis en les amenant à s'interroger, ils arrivent à se poser la question comme les scientifiques se sont posé la question. Donc, vous voyez que finalement, l'école est un enjeu pour ceux qui veulent formater les jeunes esprits et il faut y accorder énormément d'attention pour pouvoir justement leur inculquer cet esprit critique et leur montrer que, contrairement à ce que certains disent, non, en science, il n'y a pas de certitude, c'est quelque chose que l'on apprend, on s'interroge, il y a une méthodologie, et peut-être que leur donner un peu d'histoire des sciences, leur montrer comment Galilée a dû justement dépasser toutes les résistances, bon, au risque justement de son procès, comment il a continué à travailler et à produire tout au long de sa vie. Donc c'est un exemple magnifique qui est universel en fait. Voilà, donc c'est un voyage à travers la science, je dirais, et puis c'est un plaidoyer pour la pensée rationnelle, pour l'autonomie de la pensée. Et aujourd'hui, dans nos pays, c'est un plaidoyer pour la raison critique. Et je crois qu'on peut être convaincu que, à travers la science, le combat pour les libertés aussi est aussi important que dans d'autres domaines. C'est ce que j'essaye de montrer dans ce livre. Là, ce que nous a apporté en fait la révolution du 14 janvier 2011 en Tunisie, c'est un changement radical au niveau de cette ouverture vers la liberté, puisque depuis l'indépendance, bon, bien sûr, la Tunisie a beaucoup progressé au niveau de l'éducation, au niveau du statut des femmes, mais on ne peut pas dire que les régimes étaient réellement démocratiques. Donc, avec la Révolution, nous avons vraiment découvert la liberté d'expression. Alors certes, la démocratie n'est pas encore installée, c'est un long processus, mais la société civile est en train de se battre, et les femmes en premier, pour que cette construction démocratique puisse se réaliser malgré les difficultés actuelles qui sont réelles. Nous sommes en train d'écrire une constitution, elle aurait dû être terminée depuis plusieurs mois, et nous nous rendons compte qu'en fait, certaines questions qui nous paraissaient complètement résolues, la question de l'égalité entre les hommes et les femmes, eh bien, cette question-là est remise en cause, et il a été question de complémentarité de l'homme, de la femme par rapport à l'homme, et non pas égalité entre la femme et l'homme. Et puis, il a même été question d'un retour à la polygamie, ce qui, pour un Tunisien, est absolument insensé. Vous savez que le code du statut personnel en Tunisie a été promulgué 3 mois en 1956, donc 3 mois après l'indépendance, avant même la promulgation de la République. Mais pour revenir donc à cette période que nous traversons, qui est un peu difficile, je reste convaincue qu'avec l'éducation,
la plupart des Tunisiens sont passés par l'école. Les femmes travaillent. À l'université, il y a 63% de filles. Dans les écoles d'ingénieurs, il y a 40% de jeunes filles, ce qui est un pourcentage quand même très important. Je pense que ces avancées-là, elles sont acquises. Maintenant, sur le plan politique, et voilà, le combat continue et j'espère que nous finirons par le gagner.